Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui une suite, ma dernière vidéo qui concernait les tubes de couleur et comment lire les tubes de couleur. J'espère que cela va vous intéresser. Eh bien, écoutez, si ça vous intéresse, restez en ma compagnie. Alors, lors de ma dernière vidéo, j'ai fait un petit tour, disons, des étiquettes de tubes de couleur pour apprendre un petit peu à s'y retrouver. Cela, c'est ce qui concerne lire ces tubes. Il ne faut pas non plus hésiter à apprivoiser ces couleurs, à essayer de les connaître un petit peu plus. Alors pour cela, il faut prendre soit une chute de papier ou un petit morceau de papier qui vous reste, que vous n'avez pas trop aimé utiliser en aquarelle. C'est pas la peine de sortir son 300 grammes Arches 100% coton pour faire ça. Vous testez vos couleurs sur ce papier. Si vous avez du mal à voir un petit peu quelle est la couleur sous-jacente dans votre bleu ou dans votre vert ou que sais-je, n'hésitez pas à diluer avec un petit peu plus d'eau. Parfois on arrive mieux à voir toutes les tonalités qu'il y a dans nos couleurs. Nous partons de l'idée que nous savons lire nos tubes et que nous savons regarder et comprendre nos couleurs lorsque nous les utilisons une à une. Maintenant la question se pose, eh bien à quoi cela sert-il? Parce que c'est bien gentil de comprendre nos tubes, de comprendre nos couleurs, mais en fait il y a effectivement une finalité au bout de cet apprentissage de nos couleurs. Et c'est ce que je vous propose d'aborder un petit peu aujourd'hui. Alors bien entendu, à l'image de ma dernière vidéo sur les tubes et apprendre à lire, je ne vais pas parler de tout, parce que d'abord je ne connais pas tout, mais de toute façon je veux quand même cibler un petit peu le propos de manière à ce qu'on s'y retrouve un peu, que je m'y retrouve et que vous y retrouviez vous aussi. J'espère que cela vous conviendra ainsi. Donc nous avons appris à connaître nos couleurs. Alors la première donnée importante dans cet apprentissage de nos couleurs, c'est de savoir, bon je le dis souvent donc je me rabâche un peu, excusez-moi, c'est de savoir si notre couleur est transparente ou non. Donc c'est important. Il y a bien sûr l'étiquette, il y a aussi l'usage que vous allez en faire dans vos différents essais et tentatives. Donc c'est important parce que dans l'idéal, il vaut toujours mieux commencer son aquarelle par nos couleurs transparentes. Ça c'est une raison de rechercher la transparence d'une couleur. Ça ne serait pas de bon sens de commencer et de travailler nos premiers lavis avec des couleurs opaques, parce que bien entendu cette couleur opaque va empêcher de laisser filtrer la lumière, notamment la lumière blanche du papier. Cette couleur opaque va aussi empêcher de filtrer les couleurs transparentes, parce que bien entendu si on ajoute une couleur transparente sur une couleur opaque, bien entendu ça n'a pas grand intérêt. Donc il vaut mieux commencer par des couleurs transparentes. Il sera toujours temps après de venir travailler par exemple défoncer que l'on aura élaboré à partir d'une couleur transparente, et souvent il faut y ajouter une couleur opaque pour donner un petit peu plus de puissance à ces foncés, mais je reviendrai si vous le voulez bien dans une future vidéo, si ces petites vidéos sur le thème des couleurs et des mélanges et des tubes vous intéressent. Donc je reprends mon propos, transparence. Donc vous avez compris l'intérêt de savoir à quelle couleur nous avons affaire. Pour rappel, à chaque fois que nous mélangeons des couleurs, nous assombrissons nos couleurs. C'est important de l'avoir un petit peu en mémoire, parce qu'évidemment on a toujours intérêt à réduire le nombre de couleurs dans nos mélanges, et c'est pour cela que c'est intéressant d'avoir des monopigmentaires, puisque, je vous laisse vous référer à la vidéo précédente, moins on a de pigments, moins on assombrit nos couleurs, moins on les ternit. J'aborde ici un point qui est un petit peu moins connu, donc qui est toujours sur les pigments et notamment les couleurs monopigmentaires. Alors je vais prendre l'exemple de mon vert émeraude. Donc je pensais avoir affaire à un vert, je m'en sers très peu, mais je pensais quand même avoir affaire à un vert monopigmentaire. Or ce n'est pas le cas, puisqu'il y a deux pigments dans mon vert émeraude. Donc ça c'est un mauvais point bien sûr, mais le second point qui est quand même tout de même positif dans cette histoire de pigments, c'est que le deuxième pigment est un pigment vert aussi, c'est-à-dire que dans mon vert émeraude, moi j'ai deux pigments qui sont verts. J'aurais pu par exemple avoir un pigment vert principal et un pigment rouge par exemple, ce qui me donnerait un vert qui tire sur le rouge. Alors, si j'ai un vert qui tire sur le rouge, ce n'est pas grave à partir du moment où je le sais. Où ça devient un petit peu ennuyeux, c'est lorsque j'ai un vert qui tire sur le rouge et que je l'ignore. Donc je reviens, alors sans m'attarder trop sur ce vert émeraude, parce que d'ailleurs je vais aussi en reparler dans une vidéo que j'axerai vraiment uniquement sur les verts.
Donc c'était juste une petite parenthèse sur mon verre émeraude, mes parenthèses que je vais un petit peu continuer parce que je voulais donc, j'étais à la recherche d'un verre émeraude qui soit monopigmentaire. Donc j'ai lu quelque part que souvent ce verre émeraude monopigmentaire était sous l'appellation Viridiane, et en fait en regardant mon tube et en regardant comment il était appelé bien en anglais, il est appelé Viridiane. Donc bon, bah, ça c'est une mauvaise piste, mais bon, fermons la parenthèse, ce n'est pas trop grave. Je ne vais pas m'attarder et faire non plus une recherche à travers le monde entier pour avoir un verre émeraude monopigmentaire. N'exagérons rien. Bon, si un jour dans un magasin je le vois, je l'achèterai. Je pense que ça s'arrêtera là. D'autant plus que je ne m'en sers pas tellement. Le verre émeraude est intéressant pour faire des verres lumineux. Moi, je suis plutôt un petit peu dans les verres rabattus, rompus, les gris souris à tendance un peu bleutée pour faire mes verres, etc. Mais bon, je ferme la parenthèse verre émeraude. J'y reviendrai dans une autre vidéo si vous le voulez bien. Je reviens à mes mélanges et là j'aborde un point qui est un petit peu plus difficile, je le reconnais, donc bah, écoutez, patience, accrochez-vous à vos fauteuils, on va essayer d'aborder ça de manière un petit peu simple. Alors pour l'aborder de manière simple, je vais quand même rester bien axé sur mon sujet, je ne vais pas parler de 10 000 couleurs, je ne vais pas parler de grand chose d'autre que ce propos de manière à être un petit peu plus clair. Pour illustrer cette histoire de mélange dont je vous précisais qu'elle est un petit peu plus difficile, prendre l'exemple d'un verre, je veux faire un verre et je le prends au hasard dans ma palette ou dans mes tubes, surtout si j'en ai beaucoup, j'ai encore plus de risques. Donc je veux faire un verre, et bien je prends au hasard un bleu, je prends au hasard un jaune. Il n'est pas dit que je vais avoir un beau verre, du moins il n'est pas dit que je vais avoir le verre que j'espère. Mais je vais quitter mon exemple de verre pour m'approcher un petit peu de la couleur violette parce qu'il me semble que c'est l'exemple qui est le plus clair et le plus parlant. J'espère que cet exemple vous conviendra parce que je vais rester à l'exemple donc du violet. Donc je veux faire un violet, comme tout le monde je sais que pour faire un violet il me faut un bleu et un rouge. Alors la mauvaise idée serait de prendre n'importe quel bleu et n'importe quel rouge. Ce n'est donc pas ce que je vais faire. Je vais prendre un bleu qui tire sur le rouge et je vais prendre un rouge qui tire sur le bleu. Ainsi, je vais avoir un violet qui va être éclatant et lumineux. Ce n'aurait pas été le cas si j'avais pris par exemple un bleu qui tirait sur le jaune et un rouge qui tirait aussi sur le jaune. Alors je n'ai pas d'exemple de couleur en tête et je ne vais même pas les chercher pour rester clair. Mais si j'avais pris donc un bleu qui tire sur le jaune et un rouge qui tire sur le jaune, j'avais en plus, bien sûr, je reste dans un bleu, mais j'ai en plus la couleur complémentaire jaune qui va complètement ternir mon mélange. J'aurai donc un violet, certes, mais un violet qui ne sera pas lumineux. Et je peux avoir par exemple besoin d'un violet lumineux pour faire des fleurs, des lavandes. Il faudra bien sûr aussi que je cherche des mauves. Donc je reprends, si je veux un violet, je prends un bleu, je prends un rouge. Mon bleu doit tirer sur le rouge et mon rouge doit tirer sur le bleu. C'est un petit peu un effet miroir, si vous le voulez bien, pour simplifier. Donc quand même pour simplifier, étayer un petit peu le propos, donc si je veux un bleu qui tire sur le rouge et un rouge qui tire sur le bleu, je peux par exemple prendre l'outremer, qui lui-même en monopigmentaire n'a pas besoin d'avoir un rouge, il tire sur le rouge. Donc j'ai l'outremer qui est mon bleu qui tire sur le rouge, et je vais prendre un rouge qui tire sur le bleu. À ce moment-là, je peux choisir le cramoisi d'alizarine qui tire sur le bleu. On le voit très bien, on n'a même pas besoin de dire le tube. Si on fait un passage de cramoisi d'alizarine, on voit qu'il est froid et qui tire donc sur le bleu. Et je vais avoir donc un beau violet. Je vais donc, si vous le voulez bien, terminer peut-être ce propos en disant que bien entendu on n'a pas toujours envie de couleurs lumineuses, on ne va pas peindre, enfin à mon avis on ne va pas peindre une aquarelle avec des couleurs lumineuses de partout, tout à fait dans le format. On peut avoir besoin, par exemple, pour reprendre l'exemple du violet, d'un beau violet lumineux, mais je pense que ça ne va pas être utile d'avoir des couleurs lumineuses partout. Mais on peut aussi avoir l'envie et l'idée de faire une aquarelle tout à fait en couleur rompue ou rabattue ou nos gris souris. Pour rappel, la couleur rabattue consiste à rajouter une pointe de noir, alors que la couleur rompue consiste à rajouter la complémentaire de la couleur première. Ces deux systèmes éteignent bien sûr la luminosité. Donc pour conclure, donc on n'a pas toujours, moi je n'ai pas toujours envie de couleurs lumineuses. Je crois que ça fait même très longtemps que je suis vraiment dans les couleurs, je dirais plus sourdes. Moi j'aime beaucoup les gris,
beaucoup travaillé les gris, même les verts, j'aime qu'ils soient travaillés avec bleu de cobalt, auréoline, et puis je pars un peu là-dessus, et Garance Rose, je pars un peu là-dessus pour varier. Mais c'est quand même important de faire donc des beaux mélanges. Alors ces beaux mélanges que j'ai appelés lumineux, c'est aussi valable bien sûr pour la peinture à l'huile, la peinture acrylique, bien entendu le raisonnement tient est tout à fait identique. Je pense avoir fait un petit peu le tour vraiment très global et très schématique de l'intérêt de comprendre ces couleurs, de l'intérêt de lire ces tubes et de comprendre un petit peu mieux la couleur à laquelle nous avons affaire. J'espère que cette deuxième vidéo sur la couleur vous intéressera. N'hésitez pas à me donner votre avis, à poser des questions si jamais, j'ai pas tout abordé évidemment, mais si jamais vous avez envie que j'aborde quelque chose, je peux répondre en commentaire ou je peux très bien en faire une vidéo. Vos idées sont toujours excellentes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.